Parmi les choses qui m'ont marqué dans Saint Seiya, le premier film de la licence est celui que j'apprécie le plus. Il n'est ni le meilleur ni le moins bon, mais il a le mérite d'être le premier que j'ai vu et a donc forgé mon amour pour la licence. Pour rendre hommage à ce film qui m'a tant fait vibrer, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de ce film, Saint Seiya, Aeris, la déesse de la discorde, connue chez nous sous le nom de Aeris, la légende de la pomme d'or. Le film Aeris, la déesse de la discorde, connu également donc en France comme je l'ai dit sous le nom de Aeris et la légende de la pomme d'or, est un film Saint Seiya de 45 minutes, sorti le 18 juillet 1987 au Japon, sous le nom de Saint Seiya le film. C'est en 2004 avec sa réédition en DVD qu'il prendra le titre officiel Aeris, la déesse de la discorde. Réalisé par Kozo Morishita, l'un des réalisateurs de la série de 86, il est sorti chez nous après le film Asgard et le film Abel, ce qui a sûrement joué en sa défaveur puisque souffrant par chez nous de la comparaison avec ces deux autres films. L'histoire du film prend place juste avant la bataille du sanctuaire, peu après le combat contre les Silver Saints, et donc avant de passer à l'analyse complète du film, un petit résumé s'impose. Le film commence à l'orphelinat où Seiya grandit, des enfants sont en train de s'amuser et l'on nous présente un nouveau personnage, Eri, une jeune fille blonde qui fait l'école aux enfants et qui aide Mio à s'occuper d'eux. C'est alors que Makoto, un des enfants turbulents, envoie l'avion d'Akira sur la route. Celui-ci se précipite pour rattraper son jouet, suivi d'Eri qui tente de le rattraper lui. Mais une voiture déboule à toute vitesse et fonce droit sur les deux. C'est à ce moment que Yoga apparaît et stoppe la voiture à main nue. Après cet exploit, nous retrouvons Seiya, Yoga et Shun au milieu de la cour, entourés des enfants, Seiya vantant les exploits de Yoga. De son côté, Eri semble encore bouleversée de son sauvetage et ne semble pas indifférente au charme de Yoga. Plus tard dans la soirée, Eri et Yoga se retrouvent au port, face à la mer et discutent de leur passé respectif. Eri explique qu'elle est orpheline et au même moment, une étoile filante traverse le ciel nocturne. Eri semble comme envoûtée par cette étoile qui est en réalité la pomme d'or. Yoga propose à Eri de rentrer mais celle-ci refuse, prétextant de vouloir encore rester un peu. La pomme d'or passe alors près d'une montagne et en fait ressurgir un ancien sanctuaire. Eri, qui est en train de marcher sur la plage, tombe sur un bateau échoué dans lequel est posée la mystérieuse pomme d'or. Au moment où elle touche la pomme, des guerriers à travers le monde ressuscitent et se dirigent vers le nouveau sanctuaire. Le lendemain, nous retrouvons Saori en train de faire du cheval dans une forêt, et cette fois-ci, le cheval ce n'est pas Jabu. Elle tombe nez à nez avec Eri, qui avec une mystérieuse puissance brise la patte du cheval de la déesse et la kidnappe. À partir de ce moment-là, les choses s'enchaînent très vite. Eri, qui est en fait possédée par la déesse Eris, explique à Athéna qu'elle va utiliser la pomme d'or pour se nourrir de sa vie et ressusciter dans un nouveau corps. Dans le même temps, elle envoie un message aux Saints pour les informer d'où se trouve Athéna. Nous avons ensuite l'arrivée des Ghost Five, 5 anciens chevaliers d'Athéna, condamnés à aller en enfer et qui ont ressuscité sous les ordres d'Eris. Maya de la Flèche, Orpheus de la Lyre, Christ de la Croix du Sud, Yann de l'Écu et Yagar d'Orion, chaque Ghost Five ayant le devoir de stopper les Bronze Saints. Arrivés dans ce nouveau sanctuaire, les Bronzes se séparent. Seiya est le premier à affronter un Ghost Five en la personne de Maya de la Flèche. Le combat est assez expéditif et le Hunting Arrow Express parvient à faire vaciller Seiya. Cependant, notre bronze préféré se ressaisit et détruit Maya avec un Ryuseiken extrêmement puissant. Seiya partira vainqueur mais blessé avec une flèche dans le ventre. De son côté, Yoga va affronter Christ de la Croix du Sud. Yoga lance son Diamond Dust et Christ contre-attaque avec son Southern Cross Thunderbolt qui vient fendre en forme de croix le plastron de Yoga. Alors que Christ pense avoir gagné, celui-ci est emprisonné dans la glace de l'attaque de Yoga. Il tente alors d'obtenir des informations à propos de Christ, mais Eris intervient. Déstabilisé par le fait qu'Eris soit dans le corps d'Eri, Yoga se laisse attraper par Christ qui tente de l'étrangler. Eris décide alors de sacrifier son Ghost Saint en le transperçant de sa lance, la plantant en plein cœur de Yoga par la même occasion. Du côté de Shiryu, ce n'est pas mieux. Il se fait attaquer directement par Yann de l'Écu qui veut mettre à l'épreuve le poing et le bouclier de Shiryu considérés comme les plus résistants des chevaliers de bronze. Le dragon se brise le poing sur le bouclier de l'Écu et Yann détruit le bouclier du dragon extrêmement facilement grâce à son Bone Crush Skew. Shiryu, à la limite de la mort, retire son armure et réussit à achever Yann avec un Shuryo-A avant de s'effondrer au sol. Shun, qui après 20 minutes de film n'a toujours affronté personne, est attiré par une mystérieuse musique. Cette musique vient de la lyre de Orpheus de la Lyre. Celui-ci joue alors un requiem qui fait que les cordes de sa lyre étranglent Shun. Alors qu'Orpheus allait jouer la note mortelle pour tuer Shun, Ikki intervient et coupe la corde en deux. Ikki enchaîne avec un Genmaken qui n'a pas d'effet sur Orpheus, puisque étant déjà mort, il a déjà vu l'enfer. Orpheus tente de tuer Ikki, mais celui-ci réplique avec un Oyoko Tensho qui vient à bout d'Orpheus extrêmement facilement. Seiya, qui est très affaibli par le poisson de la flèche de Maya, arrive enfin devant Eris. Celle-ci lui explique que la pomme d'or est en train de tuer Athéna et qu'une fois morte, la terre se retrouvera entre ses mains. Seiya veut affronter Eris, mais le dernier Ghost Saint l'en empêche. Seiya n'arrive pas à toucher Yagar, trop affaibli par le poison. Ikki intervient alors pour stopper Seiya,
mais celui-ci s'évanouit. Seul face au chevalier d'Orion, un combat acharné démarre entre les deux. Les deux guerriers sont très expérimentés et frappent de toute leur force leur adversaire. Malheureusement, Yagar, redoutant Ikki, lance sa plus terrible attaque, le Megaton Meteor Crush, qui arrive à contrer l'attaque d'Ikki et le met totalement KO. Mais Seiya, porté par la force du courage, se relève pour sauver une nouvelle fois Athéna. Mais étant trop affaibli, Yagar le frappe à répétition dans une scène qui est absolument terrible. Athéna, ne pouvant supporter ce spectacle, commence à se laisser mourir les larmes aux yeux. Yagar décide alors d'en finir avec Seiya en lui lançant un Megaton Meteor Crush en plein visage. Seiya est propulsé dans les airs et tombe tout en bas de la falaise. Eris jubile, elle pense avoir gagné. Ikki, quant à lui, rampe petit à petit pour essayer de sauver Seiya. Yagar lui demande alors pourquoi il fait tant d'efforts pour un chevalier qui est quasiment mort. C'est alors que, dans la meilleure scène du film selon moi, Ikki explique à Yagar qu'il ne peut pas comprendre la véritable force des chevaliers, qui réside dans leur fraternité et dans l'amour qu'ils se portent les uns envers les autres. C'est en s'entraidant qu'ils peuvent accomplir des miracles pour sauver la paix sur Terre et évidemment sauver Athéna. Au même instant, tous en chœur, Athéna et les autres bronzes parlent à Seiya à travers leur cosmos, lui expliquant qu'il est le chevalier de l'espoir, qu'il ne doit pas abandonner, et que tous ensemble ils doivent vaincre Eris, et que pour cela ils vont évidemment lui donner toute leur énergie. Seiya, habité par le pouvoir de l'espoir, se relève, empli d'un cosmos étincelant. Il monte petit à petit la falaise. Et alors qu'Ikki allait être tué par Yagar, Seiya apparaît, nimbé d'un cosmos doré. L'armure d'or du Sagittaire fait alors son apparition, et protège Seiya. Maintenant vêtu de l'armure d'or du Sagittaire, Pégase peut faire face à Yagar. Mais le temps presse. La nuit est presque tombée et avec elle, la mort d'Athéna. Yagar attaque Seiya, mais celui-ci part l'attaque et détruit Yagar avec un Ryuseiken doré qui se transforme en comète. Dans la défaite, Yagar reconnaît la vaillance de Seiya et des autres. Il ne reste plus qu'à vaincre Eris. Elle explique à Seiya qu'il est trop tard et que la pomme d'or a presque terminé son œuvre. Seiya dégaine alors son arc, prêt à détruire la pomme d'or. C'est alors que Eris rigole. Elle ne croit pas qu'il sera prêt à prendre le risque de tuer Athéna. Seiya doute, il hésite à tirer, mais Saori lui explique qu'elle est prête à mourir si c'est de sa main. Seiya bande alors l'arc et vise la pomme d'or. Il décoche la flèche qui file droit vers la pomme. Eris s'interpose mais la flèche lui transperce le crâne avant de détruire la pomme d'or, renvoyant la déesse Eris dans le monde des morts. La pomme détruite, le sanctuaire commence à s'effondrer. Seiya parvient à s'enfuir avec Ikki, mais il n'y a pas de trace des autres. Et alors qu'il pensait que tout espoir était perdu, Athéna et les autres bronzes sortent des décombres bien vivants, Eri dans les bras de Yoga. Et c'est ainsi que se termine le film Eris, la déesse de la discorde. Ce film est donc le premier film Senseiya, et en tant que premier, il est évident qu'il est le précurseur des gimmicks qui seront repris dans la plupart des autres films, comme par exemple le Shun qui se fait sauver par Ikki, la défaite de tous les bronzes avant de revenir plus fort après, et puis évidemment l'arrivée d'une ou des armures d'or pour vaincre le boss final. Il serait assez injuste de reprocher à ce film ces éléments, puisque étant le premier, c'est un petit peu lui qui, avec la série de 86 évidemment, les a instaurés. Le scénario n'a rien d'extraordinaire et assez expéditif, mais il permet de se focaliser sur le principal, le dynamisme et l'action du film. Parce que oui, même si le film est vieux de 36 ans quand même, il est incroyablement dynamique et surtout magnifique. Que ce soit l'animation qui est quasiment impeccable, les dessins ou même les musiques, tout est un véritable sans faute. L'émotion qui est transmise par ce film, elle est palpable à de nombreuses reprises et une des raisons de mon attachement envers la licence. D'ailleurs, voici un petit extrait des merveilleuses musiques de Seiji Yokoyama qui accompagnent ce film. Bien que le scénario du film soit plutôt simple, il y a eu un vrai travail de recherche pour obtenir des événements et des adversaires dignes de ce nom. Chaque Ghost Saint est évidemment associé à un bronze, étant parfois le reflet inversé. On pourra cependant être un peu déçu par le caractère très similaire de ces antagonistes avec les Black Saints, que ce soit dans leur pouvoir, dans leur caractère et jusqu'à leur nom. Le groupe des chevaliers d'Eris est appelé les Ghost Five et le groupe des Black Saints les Black Four. Le premier adversaire, Maya de la Flèche, est évidemment en opposition avec Seiya. Maya signifie
signifiant flèche maléfique en japonais, contre Seiya qui signifie lui flèche étoilée, la lumière contre les ténèbres. De plus, le fait que Maya soit le chevalier de la flèche fait écho à l'armure d'or du Sagittaire, qui tire évidemment une flèche, qui viendra en aide à Seiya par la suite dans le film. L'attaque de Maya est également très similaire à celle du Black Pegasus, ce qui fait de Maya un adversaire qui est assez lambda finalement, malgré son côté un petit peu recherché au niveau du background. Christ de la Croix du Sud est évidemment en opposition avec Hyuga du Cygne, puisque la constellation du Cygne est parfois appelée la constellation de la Croix du Nord. Croix du Nord en opposition avec Croix du Sud. Il est cependant assez étonnant de voir que l'attaque de Christ est liée à l'électricité, et non au feu, qui aurait pu être une belle opposition avec la glace de Hyuga. En plus de ça, le nom de Christ est évidemment une référence au Christ et à sa croix, et donc peut faire référence à la croix que porte Hyuga autour du cou. Yann ou Jean de l'Écu, c'est un petit peu comme vous voulez, est évidemment mis en opposition avec Shiryu et son fameux bouclier du dragon, puisqu'un écu étant un gros bouclier. Il est cependant assez étonnant de voir que le bouclier du dragon est brisé aussi facilement dans ce film. En effet, rien ne laissait présager une puissance aussi phénoménale pour Yann. Il est intéressant de noter que Yann, c'est vraiment le portrait craché de Shiryu. Des cheveux longs et noirs, assez hautains, et puis il utilise un bouclier. Une copie maléfique un petit peu facile, mais qui forcera encore une fois Shiryu à retirer son armure pour se battre, comme on le verra dans pas mal d'autres films. Ensuite, Orpheus de la Lyre, qui est une référence évidente au mythe d'Orphée, mais qui semble pas vraiment avoir de lien avec Andromède. On peut peut-être noter que son attaque, elle lui permet de manipuler les fils de sa lyre, un petit peu comme Andromède manipule les fils de sa chaîne, mais ça va pas plus loin. Ça sera donc Ikki qui va venir à bout de cet adversaire, non pas Andromède, comme ce sera également le cas pour Mime d'Asgard, qui d'ailleurs a un design très similaire et qui a aussi le même seiyuu. Et enfin, pour terminer avec le dernier adversaire, évidemment, Yagar d'Orion, qui est le miroir d'Ikki, que ce soit dans le comportement, dans la puissance, mais également dans le visuel, parce que le chara-design de Yagar et aussi son armure sont extrêmement proches du design et de l'armure d'Ikki, notamment le casque qui a exactement la même forme. Son nom, Yagar, qui est proche de Jaguar, peut avoir plusieurs significations. Ça pourrait être une mauvaise transcription de Jäger, qui signifie chasseur en allemand, et qui ferait évidemment référence à sa constellation, puisque Orion est un chasseur, soit une référence à l'animal, donc le jaguar, qui est également associé à la chasse et donc à Orion. Dans tous les cas, il ressort donc avec Yagar une force puissante et imprenable, jusqu'à dans le nom de son attaque, le mégaton, qui montre bien la puissance, la lourdeur d'une telle attaque. D'ailleurs, concernant Yagar, on peut noter que l'ensemble de ses compagnons, entre guillemets, sont un peu des outils qui sont en lien, proche ou assez éloignés avec le chasseur. On a la flèche, qui est représentée par Maya, qui serait l'arme du chasseur, donc l'attaque. On a l'écu de Yann, qui peut représenter évidemment la défense d'un chasseur, donc sa capacité d'adaptation, dont il doit faire preuve pour survivre. La lyre, qui pourrait être l'aspect un petit peu divertissement en dehors du travail, puisque le chasseur, évidemment, est souvent seul. Et puis la Croix du Sud, qui est l'équivalent de l'étoile polaire qui indique le nord, mais dans l'hémisphère sud, qui elle va indiquer le sud, et donc est indispensable à un chasseur pour se repérer. Ce qui semble d'ailleurs être confirmé par leur constellation, puisque la constellation de la flèche, de l'écu et de la lyre sont dans l'hémisphère nord, et celle de la Croix du Sud est évidemment dans l'hémisphère sud. Orion étant, lui, sur l'équateur, serait comme le chef faisant le lien entre les outils, le liant entre le nord et le sud. Pour ce qui est d'Eris, évidemment, elle est inspirée de la déesse Eris, qui est une véritable déesse de la mythologie grecque et qui est liée au mythe de la pomme d'or, d'où le fait que les deux soient associés. Dans ce mythe de la pomme d'or, Eris fit apparaître une pomme d'or devant Héra, Athéna et Aphrodite, les trois déesses olympiennes, avec une inscription sur la pomme pour la plus belle. Zeus va alors charger Paris d'offrir la pomme à celle qu'il considère comme étant la plus belle des déesses. Héra, pour le convaincre, va lui offrir des pouvoirs politiques, Athéna va lui offrir lui la sagesse, et Aphrodite va lui promettre les plus belles femmes du monde. Paris, évidemment, va choisir Aphrodite, qui, du coup, en échange, va lui remettre ou va lui dire de prendre Hélène en guise de récompense, ce qui va marquer le début de la guerre de Troie, et qui va engendrer énormément de conflits et donc de la discorde, d'où le nom Eris, déesse de la discorde. Ce mythe est en partie réinterprété ici, avec la pomme d'or volant la vie d'Athéna, créant alors la discorde sur Terre et sur les chevaliers. Globalement, le film est plutôt bon. On a de l'action, de beaux visuels, une très belle animation sublimée par des musiques exceptionnelles. On a des recherches dans la création des personnages, que ce soit dans leur nom, dans leur background, dans leurs attaques. C'est un film qui est en plus important de regarder pour comprendre d'où viennent les clichés qui sont inhérents à la saga. C'est un film simple, mais qui n'est pas simpliste, et qui se laisse regarder d'une traite, facilement, et qui même après plus de 30 ans n'a pas pris une seule ride. C'est un film qui représente tout ce qu'on aime dans Senseiya, un film qui donne espoir, et qui nous fait encore plus apprécier Senseiya. Car évidemment, comme nous le dit Saori, après ce film, l'aventure continue.
私のセイントたちは希望を持って戦い続けるでしょう。Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avec ce format, j'essaye quelque chose d'un petit peu nouveau sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît et si c'est le cas, vous pouvez l'indiquer en commentaire pour me motiver par exemple à faire les autres films dans ce même style. Si vous voyez des pistes d'amélioration, faut pas hésiter à me le signaler également dans les commentaires. C'est toujours bien d'apprendre. Puis comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, et puis également à mon compte Twitter. Vous pouvez également nous rejoindre sur le serveur Discord, ou si vous avez envie, lire mon fan manga Senseiya Olympe Chapter sur Amilova. Tous les liens sont dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.